Je m'appelle Bachir Labidi, merci. Je suis activiste syndicaliste et politique. J'ai 62 ans. J'ai passé 40 ans de ma vie dans l'enseignement, à part 3 années de détention de prison que j'ai passées, bien sûr, pour ma lutte. J'étais donc membre de cette instance qui est très longue, imprononçable pour la réalisation des objectifs de la révolution et de transition démocratique que j'ai quitté après 2 mois seulement. Actuellement, je suis membre du bureau directeur de la Ligue des droits de l'homme au mois d'octobre dernier où j'ai été élu dans ce bureau. J'étais un ancien prisonnier politique du bassin minier. J'étais transféré devant le tribunal de première instance. J'ai été jugé de 10 mois et par la suite en appel et en cassation. J'ai passé 1 an et demi en prison avec tous les autres détenus et les prisonniers de cet événement. Et par la suite, j'ai été relâché avec mes amis donc en novembre 2009 grâce donc à une décision de liberté conditionnelle. J'ai vraiment longtemps hésité avant de me décider à présenter ce témoignage. Cette hésitation est due à plusieurs motivations, facteurs, parmi lesquels des facteurs culturels, moraux, mais surtout culturels, parce que dans notre culture, nous, le peuple tunisien, nous n'avons pas suffisamment d'idées sur ce qu'on appelle cette notion de justice transitionnelle. Mais après donc longue hésitation, j'ai décidé de présenter donc ce témoignage parce que j'étais finalement persuadé que l'histoire ne doit pas être rédigée ou écrite dans les cours des rois et des présidents. Notre histoire, malheureusement, mesdames et messieurs, est falsifiée. Elle a été écrite dans les chambres à huis clos et sur demande. Et nous, lorsque nous vivons cet instant charnière de l'histoire du peuple tunisien, nous voulons donc présenter notre témoignage pour qu'elle demeure pour nos enfants, pour les générations futures, pour les chercheurs, pour les historiens qui veulent mettre à nu la vérité sur ce qui s'est passé, sur la souffrance qu'a enduré le peuple tunisien sous le régime de Bourguiba et Ben Ali et même après la Révolution. Et je vais donc vous en parler par la suite. Franchement, avant de parler de moi-même et de ma humble personne, je voudrais rappeler les événements du bassin minier de 2008 qui étaient des événements que tout le monde connaît. Je ne vais pas les relater dans ces détails, mais toujours il faut s'attarder un peu sur ces causes économiques, politiques et autres. Vous savez que la région de Gafsa et d'autres régions intérieures de la Tunisie sont des régions totalement marginalisées. Et cette marginalisation, cette exclusion était méthodique et systématique pour diverses raisons, et parmi lesquelles le gouvernorat de Gafsa, bien sûr, c'est une région qui a été toujours un gouvernement frondeur contre les régimes. Elle a pris position avec Salah Ben Youssef dans son conflit avec Bourguiba. C'est la région qui était donc aux côtés du secrétaire général de Salah Ben Youssef à l'époque, dans les années 50. Et elle était pionnière et parmi les premières à déclarer tous les événements de 78, 84, mais avant cela, des années de 1980 et par la suite, des événements du bassin minier de 2008. Ce sont des facteurs considérations qui ont fait que cette région subit cette marginalisation systématique malgré le fait qu'elle regorge de ressources énormes et surtout en matière de phosphate et matières premières en général. Les les enfants de Gafsa, Metlawi, Daif et autres Mvila, historiquement ont toujours vécu des conditions déplorables, difficiles
parce qu'ils sont de visu, ils voient leurs ressources amenées par les chemins de fer et les trains vers d'autres régions, mais ils n'en récoltent pas les fruits de ces ressources qu'ils produisent. Et donc le mouvement de cette région était le produit, la conséquence de cette injustice, de cette aberration, de cette marginalisation. Ça n'a pas été quelque chose de spontané, mais plutôt une déclaration qu'ont annoncé les habitants de la région pour mettre un terme à ces options hostiles aux intérêts de la nation et de la région. Ce sont des événements auxquels moi j'ai pris part, des jeunes, des syndicalistes, et peut-être ça aurait pu être le cas d'autres personnes qui auraient pu être présentes ici et vous en parler encore davantage mieux que moi. Ça aurait pu être Ammar qui a été emprisonné avec Ammar Zawadi Ben Salah qui a été emprisonné avec son fils qui a subi une torture énorme et il emporte des traces, un handicap jusqu'à maintenant, mais aussi Tarek Hlaymi qui a été détenu, emprisonné dans la même cellule avec son frère. Mais je cite également Boujma Shraiti, qui a été mis en prison avec son fils. Mais je ne sais pas si vous êtes à même de connaître le sentiment du père ou du frère, ou l'oncle, ou l'oncle maternel, ou l'enseignant, lorsque il est emprisonné avec son fils, avec son élève, avec son frère ou avec son neveu. Donc quel sentiment? C'est un sentiment très spécial, spécifique, très profond pour moi dans mon fort intérieur, parce que moi j'ai été emprisonné avec mon fils. Nous avions été arrêtés tous les deux en même temps. Nous avons été fait l'objet de torture en même temps. Et je vais en parler tout à l'heure. Et donc, autant, je dirais que, autant que cette prison et cette souffrance avait un goût de victoire et de triomphe pour nous, et de caractère, de valeur d'homme, de volonté et de détermination à la résistance qui était absente chez d'autres personnes. Mais autant il y a également ce sentiment de tristesse et de douleur interne. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont passé quelques moments dans l'air de repos de la prison en compagnie de son fils. Peut-être il y en a parmi vous qui ont vécu des jours encore plus sombres que moi. Oui, c'est possible. Les événements de Gafsa ont présenté plus de 1000 prisonniers, des 3 martyrs qui sont Hicham Al-Alaymi, Hafnaoui Marzaoui et Abd al-Khaliq al-Amaidi, les martyrs du bassin, en plus d'un grand nombre de personnes blessées, en plus d'un grand nombre de jeunes qui ont été mis en prison. Mais malheureusement, et malgré tous ces sacrifices, et malgré ce que cette région a présenté pour leur pays, donc la situation n'a pas changé dans la région, rien de nouveau, malgré la succession de plusieurs gouvernements depuis la Révolution. Je ne parle pas du régime de Ben Ali, de celui de Bourguiba, mais je parle des gouvernements successifs depuis 2011. Étant donné que la première institution que nous avons souhaité qu'elle constitue un point de départ pour la justice, l'équité, pour la propagation de la liberté, pour l'égalité, je parle de l'ANC, et l'ANC a refusé de reconnaître les martyrs et les blessés du bassin minier comme au même titre que les martyrs et les blessés de la Révolution. C'est une amertume que nous sommes en train de vivre tous dans notre région et même en général en Tunisie. La situation est étant
actuellement. Et dans ces derniers jours, il y a des procès qui ont été organisés contre les jeunes qui organisaient des sit-ins pour réclamer leurs droits comme leurs aînés en 2008 et 2009. Des procès successifs, même la semaine dernière et celui d'avant. Il y a des jeunes de Burdaïf, et de Metaoui, donc sont présentés devant les cours, les tribunaux, comme s'il s'agissait de personnes voilà, comme donc on a entaché leur casier judiciaire d'actes donc judiciaires qui vont les empêcher par la suite de postuler à des postes de travail. Donc le sentiment de trahison et de la trahison de la part de la révolution qui a pris part dans cette région. Et cette révolution a été, je dirais, clonée, imitée et accompagnée par beaucoup de valeurs telles que le fait d'être le martyr, la lutte contre la corruption, l'équité, la justice entre les régions, la justice sociale. Donc, ces valeurs, ces principes ont été clonés en 2011. Mais cela ne diminue en rien de la révolution de 17 décembre, 14 janvier. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale constituante donc, a commis cette faute lorsqu'il il a limité ou il a fixé la date de la révolution pour un laps de temps d'un mois, et tout cela pour exclure les premières prémices de la révolution, c'est-à-dire le bassin minier de 2008, et tout cela pour exclure tout ce qui s'est passé également dans la région de Ben Guerdane et de Kasserine, Gafsa et autres, et cela est fortement déplorable selon moi. Finalement, le mouvement du bassin minier qui a duré 9 mois était un mouvement pacifique, social, basé sur des revendications légitimes. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a rien récolté, sauf peut-être le peu. Cette région a présenté, a sacrifié ses enfants, ses fils, pour libérer le peuple tunisien et pour mettre en place et pour semer l'esprit de la révolution au sein de notre population. Et c'est le cas qu'on a vu en 2011 par la suite. Moi, je vais parler de ma propre expérience. Et cela peut-être pourrait comporter une sorte de subjectivité dans ces propos, dans ce choix. Mon cas n'a pas atteint en termes de gravité celle de plusieurs personnes qui ne sont pas peut-être présentes ici. Je cite parmi lesquelles les martyrs du mouvement syndical comme Saïd Ghaghi, Houssine el-Kouki, les martyrs également de la révolution, Chokri Belaïd, le martyr Chokri Belaïd, le martyr Mohamed Brahmi Belmefti et tous les autres martyrs qui sont tombés. Et moi, ce que j'ai enduré, je n'arriverai jamais donc à égaliser ce que ces gens-là ont présenté, ou bien les souffrances de leurs proches, de leur famille, à cause de ce sacrifice. Et je vais essayer d'être encore bref dans ma présentation, dans cette introduction concernant ma propre expérience pour ne pas être assez lourd sur votre écoute. Voilà l'enseignement que je tirais à partir de la détention et des événements de la région de Gafsa, c'est que la police ou la sécurité tunisienne ne se ressemblent pas. Il y a des degrés d'intérêt et d'options. Il y a des gens qui font leur travail parce que ce sont des gens humbles, mais il y a d'autres qui appliquent les consignes, les directives et les ordres. Et il y a une autre catégorie de policiers qui font le zèle, c'est-à-dire on leur demande de faire un pas, ils en font deux. On leur demande de donner une gifle, ils n'en donnent plus.
plus. On leur demande d'apporter des renseignements. Ils essaient donc d'exceller dans ce travail, entre guillemets. Cette police nous a arrêtés et nous avons été arrêtés à 2 reprises. C'était le 7 avril 2008 et par la suite le 1er juillet de la même année aussi. Lors de la première arrestation, la police ou les agents de sécurité ont essayé élaboré ou ont fait une tentative de brûler le poste de police donc pour imputer la responsabilité aux jeunes d'Ordaïef pour les passer par la suite ou pour les confronter avec sévérité en utilisant les armes parce qu'ils en ont marre des manifestations qui sont journalièrement donc organisées. Donc, on a fait cet acte criminel, celui de brûler les postes de police et par la suite ils ont fait un forcing à l'encontre des jeunes et ils ont arrêté la majorité des activistes du bassin minier. Je cite Adnan, Ghanem, Taïb, mais d'autres jeunes qui sont nombreux, qui ont été arrêtés. Ce jour-là, je n'ai pas été arrêté. J'ai été arrêté à mon tour le 8 parce qu'on a exécuté une grève générale et j'ai été arrêté devant l'école de la cité Nour Ardaïef. La police donc m'a agressé. Ils ont sauté sur moi carrément devant la porte de l'école et ils m'ont traîné pour 200 ou 300 mètres, c'est-à-dire les avocats Aïch Hemem et Khadkri connaissent cette école-là. Donc durant cette distance, à peu près 300 mètres jusqu'au poste de police, accompagné des coups et j'ai été traîné sur ma figure, sur mon visage, c'est-à-dire je ne marchais pas sur les pieds, non, j'étais traîné. Il y a des policiers qui me tenaient de la main, d'autres des pieds, et les habitants, mes élèves, mes fils, mes enfants, les marchands, les bouchers, les vendeurs fruits et légumes, regardaient ce qui se passait, et même les policiers, jusqu'à, bien sûr, le poste de police. Je n'avais pas d'autre choix, c'est de protéger les endroits sensibles de mon corps et recevais des coups continuels des brodequins des policiers. J'étais évanoui, j'ai perdu connaissance, on m'a mis les menottes. Par la suite, on m'a emmené, on m'a fourré dans une voiture. J'ai été emmené tout de suite de Redef à Gafsa et durant toute la distance, durant tout le trajet, j'ai fait l'objet de toute sorte de frappes, de coups, d'humiliation, jusqu'à mon arrivée à Gafsa, comme si j'étais vraiment un butin de guerre, et avec les insultes, toute forme d'humiliation accompagnant ces coups que je recevais. Et lorsque je suis arrivé au district de police de Metlaoui, j'ai rencontré l'un de ces policiers zélés, que j'ai qualifié de zélé. Donc il m'a reçu devant la voiture. J'ai été frappé par ce monsieur-là partout dans mon visage, sur ma tête, sur tout mon corps, jusqu'à j'ai été emmené au premier étage de la bâtisse et par la suite j'ai été emmené dans un autre bureau et dans ce bureau j'ai été une autre fois frappé jusqu'à m'écrouler sur le sol. Voilà. Donc ceci, je ne l'ai pas moi uniquement vécu, mais tous les autres camarades qui ont fait l'objet de cette arrestation en empathie. Et ce jour-là, et même avant, c'est la même souffrance, les mêmes coups, les mêmes formes de torture. Malheureusement, peut-être, je dirais que à cette époque-là, les habitants d'Ordaïef sont sortis, donc, et surtout les femmes,
une sorte donc de victoire quand même, parce qu'on a été libéré le 10 sans être transféré devant le parquet. Et donc nous avons reçu la visite de plusieurs avocats, parmi lesquels M. Khaled Krichi. Il nous a rendu visite le 10 à Ardèche, je vous rappelle. Beaucoup de militants nous ont rendu visite également. Et je ne peux en ces moments que citer que le camarade Hamal Hamami avec sa femme, avec Ammar Amroussia, mais Abdallah Garam également, nous ont rendu visite chez moi. Ils m'ont soutenu, m'ont réconforté malgré la situation difficile que je vivais. Et en plus d'autres militants, je suis reconnaissant et je ne peux qu'exprimer ma gratitude envers ces personnes-là. Le mouvement a continué de plus belle et la police donc nous préparait à notre scénario, d'autres intentions. Nous nous sommes mis d'accord pour entamer des tractations, des négociations avec les autorités locales et même au niveau central. Mais l'autre partie, c'est-à-dire le gouvernement, a toujours failli à ses engagements. Il y a des tiraillements au sein même du pouvoir. Il y a les faucons qui voulaient user la manière forte et ils ont commencé une campagne d'arrestation depuis le mois de mai. On a commencé à part les militants de dernière ligne en allant jusqu'au leader jusqu'au mois de juillet. Il y a plus de 300 personnes qui ont été arrêtées. Ils ont été transférés selon la même procédure et les mêmes chefs d'inculpation. Et le 6 juin, la lutte, donc après une envergure importante, plus importante entre nous et les forces de sécurité, il y avait des renforts inqualifiables en nombre et le système sécuritaire de Ben Ali donc voulait donc faire d'Ordaïf une ville ouverte. Il a commis des actes de violence. Il a des forcings contre des commerces, des maisons. Il arrête les gens, il les frappe, il les malmène dans les rues. Donc c'était une ville ouverte à son sens. Et beaucoup de jeunes ont quitté la ville. Ils ont trouvé refuge dans les montagnes et les collines environnantes. Et le 6, le pouvoir de Ben Ali a décidé de mettre fin à ce mouvement, à part le fait de tirer sur les gens. Beaucoup de personnes sont mortes en martyrs, beaucoup de blessés également. Et à l'époque, les médias de Ben Ali, les médias officiels, prétendaient que les agents de police donc, étaient en situation de légitime défense. C'est pour cela qu'ils ont usé des armes. Et cela donc, est totalement fallacieux, c'était pas vrai. Et il y a beaucoup de témoignages donc, démontrent qu'il y avait des snipers qui choisissaient leur cible, qui les traquaient même dans les rues. Et Abdel Khalaq L'Amaidi, qui est l'un des jeunes, donc il s'est écroulé après avoir été touché par la première des balles, et deux de ses parents ont essayé de le secourir, mais à leur tour ils ont fait objet de tir, et deux parmi eux se sont blessés. L'un d'eux donc il est mort en essayant d'immigrer clandestinement, il est décédé, et l'autre il est toujours en vie, mais il est blessé à cause de ça. Nous recevions tous les détails, toutes les informations sur les personnes qui seront transférées devant le parquet, et donc on s'entendait sur le fait qu'on devait être très vigilants, nous les militants, lorsqu'on bouge, lorsqu'on passe la nuit
pour ne pas être arrêtés. On passait la nuit dans les montagnes, dans les écoles. On ne pouvait pas rentrer chez nous. On n'avait pas le choix et c'était impossible de rentrer chez soi. Et même nos familles, on leur a demandé de quitter le domicile pour ne pas être agressés et malmenés par la police jusqu'au 20 juin 2008. Ce jour-là, mon domicile a été défoncé par les forces de police. Et il n'y avait personne, ni ma femme, ni ma fille, bien sûr, ni moi-même. Et seul mon fils aîné a été arrêté et il a subi ce qu'il a subi. Et donc des pressions pour savoir où je me cachais. Et bien sûr, c'est mon épouse qui m'en a raconté des détails par la suite parce que j'étais pas là. Et nous 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 cachons d'une maison à une autre, nous changeons nos vêtements pour se déguiser, nous nous dérobions également. Et à chaque moment, donc la police attaquait les maisons et faisaient des perquisitions. Ils utilisaient tous les moyens techniques d'écoute et suivre nos communications téléphoniques pour déterminer la zone où on se cachait. Et lorsqu'on a découvert cela, on a quitté avec mon fils. Donc on trouvait refuge dans les montagnes. On a passé 3 ou 4 jours et on a essayé même de franchir la frontière, mais nous avions été encerclés après 3 jours, c'est-à-dire le 1er juillet. On a été tout simplement arrêtés en 2008, bien sûr. Et une nouvelle souffrance a commencé. Nous avions été transférés d'un désert entre Chebika et Tozor et transférés, comme je l'ai dit, dans des voitures de police au district de police de Gafsa. Une autre étape de souffrance et de harcèlement et de torture a commencé. J'ai passé 7 jours avec mon fils en détention et les sécuritaires, donc les policiers ont tout fait. Ils ont falsifié les vérités. Ils ont dit qu'on a été arrêté le 5 et il y a des avocats s'en rappellent. Monsieur Ayesh El-Hammami, vous vous souvenez qu'on a dit qu'on a été arrêté le 5 juillet pour que la police soit donc en règle avec les délais de détention que l'on connaît. Les policiers qui ont mené l'instruction étaient de la sûreté d'État, composés de 4 personnes. Il y a le chef avec 2 personnes d'une corpulence imposante qui faisaient ou menaient l'enquête et l'instruction avec toutes les personnes arrêtées. Je ne vais pas détailler sur ce sujet là, sachant que lors de notre arrestation, la volonté des policiers était de me détruire psychologiquement, mais mon fils avec. Mais il n'a pas réussi à atteindre son objectif. Et par la suite, j'ai senti qu'il a perdu la bataille et que j'ai crié victoire au fond de moi-même. Et donc, par la suite, mon fils a été transféré dans une autre chambre adjacente. Et alors que moi, j'étais dans l'autre chambre qui était ouverte. Et imaginez, donc, j'ai entendu et j'ai senti comment il le torturait avec des bâtons, avec toute forme de torture. Et j'entendais mon fils hurler de douleur en ce moment. Mon fils, donc, ils ont failli lui couper les veines. À ce moment-là, j'ai été envahi par un sentiment.
un sentiment spécial, parce que tout à l'heure j'ai dit que j'ai crié victoire au fond de moi-même sur mon bourreau, mais par la suite j'ai été envahi par un autre sentiment, un sentiment indicible, indescriptible. J'ai pensé que peut-être je me culpabilisais et que peut-être j'étais à l'origine de la souffrance de mon fils. Mon fils allait passer l'examen du bac, je pense le 4 ou le 5 juin. Il a passé une ou deux matières et par la suite, donc il a pris la fuite parce que la police le traquait même au lycée. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas pu jusqu'à maintenant repasser donc cet examen national qui est le bac depuis cette date-là. Donc après 2 heures, j'ai été revisité par cet homme-là pour me menacer encore une fois. Il a dit qu'il était disposé, si je ne fais pas les aveux qu'il veut, je ne signe pas le procès verbal qui comptait ce qu'il voulait. Et il m'a menacé de violer mon fils devant mes yeux, ou bien le contraire, c'est-à-dire de me violer devant les yeux de mon fils. Donc imaginez à ce point, c'est à ce point que cet agent-là, ce policier est arrivé en méchanceté. Et donc je pense, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait quelqu'un à cet instant précis qui avait l'audace de donc supporter ce sentiment. Et je vous ne cache pas que lorsque j'ai été transféré à la prison de Kasserine, la première chose que j'ai demandé, c'était un morceau de papier, un crayon, et j'ai écrit un petit poème. Si vous permettez, voilà, permettez-moi de la lire. Oh, ne crie pas, mon fils. Sois patient. Tes cris sont comme des braises sur ma peau. Donc, une blessure saignante et le sang qui dégouline. Sois patient. Le nuage va bientôt apparaître à l'horizon et la neige va certainement couvrir les sommets des montagnes et il y aura de la pluie. La pluie, ne crie pas, mon fils. Sois patient, le printemps viendra. Et nos collines seront couvertes de blé. Les oiseaux reviendront et il fera bien. Ah, mon fils, sois patient. Embrasse les rayons du soleil, mais ne crie pas. Creuse avec tes ongles le roc, mais patiente encore. Et rappelle-toi ce que disait ton grand-père, le tortionnaire est lui l'esclave et toi tu es libre. Patiente, mon fils, sois patient, tu seras victorieux, tu seras le victorieux. C'était là, je ne suis pas poète, dit-il, mais j'ai essayé quand même de transposer mes sentiments, mes sensations à cet instant-là. Et c'était étrange, ce sentiment-là, réellement. Je voudrais ajouter quand même que lors de la première arrestation et la deuxième aussi, le frère le père et son fils, le frère et son frère, l'oncle avec son neveu, les deux frères aussi. Il y avait donc 3 générations de ces gens arrêtés. Moi, je représente la génération la plus âgée, 55 ans, mais mes élèves étaient aussi dans la même chambrée et aussi les élèves de mes élèves.
Donc ce sentiment que la police de Ben Ali, que le régime de Ben Ali est en train de faire rendre des comptes à des générations. Et là, je parle ainsi et je me sentais responsable de tout cela. Moi, j'étais depuis 1972 et j'ai vécu les événements du Pain 84, les événements du janvier 78, les événements de Gafsa en 1980 et je supportais cela, mais ce régime donc qui condamne ces jeunes, c'est une déclaration d'échec de ce régime. Et c'était le mouvement du bassin minier et toute la sympathie qu'a rencontré ce mouvement et tout le soutien aussi. C'était le début de la fin du régime de Ben Ali. Ensuite j'ai été transféré à la prison de Kasserine. Et mon fils est resté à la prison de Gafsa, ensuite à Arjimatoug, puis à Sfax. Et moi aussi, j'ai été transféré ensuite à la prison de Mornaguia. Et ma femme a supporté tout. Cette femme qui a supporté toutes ces peines et toutes mes erreurs aussi, et tous mes problèmes, et donc elle a supporté tout cela pendant toute cette période. Et elle était certainement la mère qui sentait la souffrance et la peine de l'arrestation du mari et de l'enfant, du fils. Donc à la prison de Kasserine, ce qui était positif pour moi, c'est que les détenus de droit commun m'ont très très bien reçu. Ces détenus, pas un seul d'entre eux m'a laissé par exemple laver mon assiette. Pas un seul ne m'a blessé par un mot. Et en dépit du contrôle très très strict et quotidien aussi à l'intérieur de la prison, il y avait même un policier qui était arrêté en arrestation. Donc, et il était chargé, bien sûr, de me contrôler, de suivre mes faits et gestes. Et dans la prison de Kasserine, il y avait quand même des conditions très 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 dures au niveau de la nourriture, au niveau du côté de l'hygiène. Il y avait beaucoup de maladies, il y avait donc une surpopulation carcérale. Et dans cette prison, j'ai été atteint donc par la contagion d'une maladie. C'était donc et en dépit donc de ma volonté, de mon décide mais la direction de la prison a refusé de me transférer vers une infirmerie ou bien un hôpital. Et donc la police, à chaque visite de ma femme, était là à côté d'elle, un autre agent à côté de moi, et je n'entrais au parloir que tout seul. Et cette maladie a perduré et j'étais dans cet état pendant plus de 2 mois, à tel point que j'étais devenu convaincu, persuadé que j'allais certainement mourir. Et en fin de compte, ils ont été obligés, vu mon état de santé, donc ils m'ont transféré à l'hôpital de Kasserine après avoir perdu 30 kilos. Et pendant cette période, et même pendant la période de ma maladie, plusieurs avocats m'ont rendu visite. Choukri Belaïd, feu Choukri Belaïd, le martyr Choukri Belaïd, Radhi Nasraoui, maître Radhi Nasraoui, Jalal Hammami m'a visité aussi, m'a rendu visite aussi, Mohamed Jmour,
le doyen le bâtonnier, donc Monsieur Rida Radawi, Maître Rida Radawi, donc plusieurs avocats m'ont rendu visite. Et ils ont vraiment été à la hauteur de leur devoir vis-à-vis de nous, à la hauteur de leur mission. Et avant la prison de Kasserine, lorsque j'étais présenté au parquet, donc la présence d'avocats était vraiment remarquable. Il y a plusieurs avocats, Radawi, Tabbasi, plusieurs avocats, et eux-mêmes. Ensuite, Absal Moussa aussi donc, a publié donc l'enquête, et il y a un journal qui a été censuré parce que, à cause de cette publication. J'ai été transféré à l'hôpital de Kasserine et j'étais dans un état, presque un état de mort, parce que j'ai déjà perdu 30 kilos. Je n'étais plus capable de me mettre debout, ni de marcher, ni même de manger, parce que la maladie que j'ai attrapée, c'est la tuberculose. Et cette maladie est répandue dans les prisons tunisiennes et surtout dans la prison de Kasserine. Et plusieurs détenus étaient atteints de cette maladie. Donc j'ai été à l'hôpital de Kasserine pendant 10 jours sans amélioration de mon état, et après plusieurs manifestations, j'ai été transféré à l'hôpital de l'Ariana d'Abdrahman Mehmi. C'est un hôpital de physio où je suis resté 4 mois à cause de la tuberculose. Et aussi, il y avait aussi la poursuite des policiers et le contrôle policier. Donc la chambre où j'étais à l'hôpital de Mehmi, à l'Ariana, c'était une chambre ouverte pendant 4 mois. On ne fermait jamais la porte. J'étais enchaîné au lit où j'étais étendu. Et donc toute lecture m'était interdite, ni les journaux, ni les livres, en dépit de la maladie, en dépit de l'état de santé où j'étais. Et plusieurs médecins qui ont essayé de me rendre visite, et ils ont même témoigné de l'état où j'étais. Mais ce qui est regrettable, ce qui est inquiétant, c'est que la police ne prêtait aucune importance à la maladie, à l'état où tu étais. Mais le plus important pour eux, c'est que tu es là et tu ne t'es pas enfui. Parce que c'est les visites la nuit, parfois 2-3 fois, des policiers qui viennent me rendre visite. Et bien sûr, et puis le policier donc tire sur la chaîne pour vérifier bien que j'étais bien là. Donc même le sommeil, on ne pouvait pas donc l'avoir. Et même quand vous allez aux toilettes, bien sûr, c'est le policier qui tient la chaîne et il reste la porte entrouverte, et que pendant que tu étais dans les toilettes. Même ce besoin humain n'a pas même été respecté. Donc la nuit aussi, parfois on a besoin d'aller aux toilettes. Non, on ne pouvait pas le faire. Donc je mettais des bouteilles à côté de moi pour que la nuit je pouvais donc uriner, et ensuite le matin, quand vient l'ouvrière, bien de la femme de ménage qui prenait cela. Donc nous étions malades. Donc j'étais malade, c'est une maladie grave, et dans un état de faiblesse extraordinaire. Et puis, malgré tout cela, le seul souci du policier, et surtout le contrôle devant la chambre, toute une équipe de policiers avec ses appareils, avec tout son appareil, ça est toujours devant la porte. Cet état a duré pendant 4 mois. Ensuite, j'ai été transféré à la prison de Mornaguia, donc à la prison de Mornaguia, et je suis resté à la clinique de Mornaguia, de la clinique de la prison, dans un état d'isolation. Je suis resté pendant 4 mois, et
Et il y a un malade qui était venu là, mais et qui avait donc un problème au niveau des cordes vocales et il ne pouvait pas parler. Et là, c'était réellement une opération de destruction et d'avilissement, de négation de dignité de la personne. Je voudrais... là, je n'oublie pas deux autres éléments. Tout d'abord, les procès. Le premier procès, c'était le 4 décembre. Et nous avons été transférés de Kasserine à d'autres prisons, donc au tribunal de première instance à Gafsa. Et les demandes des avocats n'ont pas été satisfaites. Et nous sommes mis donc à chanter l'hymne national, et puis nous avons été sortis de force de la salle d'audience et nous avons été remis en prison. Puis à 2 heures du matin, on nous a donc alors là, le tribunal était encerclé et il y avait une sorte de couloir et à ce moment-là, dans la salle, ils ont lu donc les jugements. Et autant nous étions fiers des avocats et leur nombre était très important. Il y a quelques plaidoyers qui sont restés vraiment dans ma tête et qui nous ont relevé le moral d'une manière extraordinaire. Et certaines interventions aussi ont été vraiment très positives pour nous. Mais alors, autant nous avons constaté la corruption de la justice tunisienne. Et bien sûr, il y a quelques juges qui dormaient déjà dans la salle d'audience. Et le jugement était prêt au préalable, sans justification. Et ensuite, on nous a remis en prison. Le deuxième procès a eu lieu à Gafsa et c'était un procès historique qui a duré 2 jours. Et moi, j'étais malade et j'étais conduit dans une ambulance de l'hôpital de Abdelrahman Memi à l'Ariana à Gafsa. Et j'ai passé la nuit à Gafsa et ils ont vidé une chambrée pour que je passe la nuit là, pour que je ne puisse pas être vu par d'autres détenus. Et nous avons passé au tribunal de 9 heures du matin et les avocats étaient là, et ils connaissent bien cela aussi, et ils étaient tous, M. Samir Dilou, était enrhumé. Et il s'est excusé, donc juste après son plaidoyer, il a quitté la salle. N'est-ce pas, M. Samir? Oui, dit-il. Donc nous sommes restés de 9 heures du matin, c'était le jeudi, jusqu'à vendredi, 2 heures ou 3 heures de l'après-midi. Et alors là, donc on a prononcé le jugement. Et le jugement était très dur. J'ai été condamné à 10 ans de prison, puis on appelle. Ceci s'est réduit à 8 ans, mais nous avions le moral très haut pour une raison bien simple, c'est que nous savions qu'il y a des militants qui étaient avec nous, des avocats, la Ligue de défense des droits de l'homme, des associations, des partis politiques qui nous soutenaient tous. Il y a des journaux qui nous soutenaient, il y a des gens à l'intérieur comme à l'étranger qui nous soutiennent et qui étaient à nos côtés. Nous étions sûrs que la fin de Ben Ali se rapprochait. Et je reviens encore une fois, aux membres du Conseil de la Constituante qui n'ont pas soutenu le mouvement du bassin minier. Et alors que ce mouvement était réellement le prélude, et c'était un mouvement pacifique avec des slogans de dimension sociale
Et c'était une nouvelle production au niveau social, une nouvelle production politique. Donc c'est répandre la culture de la résistance, la culture du sacrifice et du martyr. Et il n'y avait pas de différence entre un père et son fils, ou le frère et son frère, et la mère et son fils. Et ils sont tous allés donc descendre dans la rue pour demander, pour revendiquer la liberté et la justice sociale. Monsieur Béchir, est-ce qu'on peut maintenant écouter l'expérience de Madame Leila Khaled qui a vécu l'expérience mais du dehors de la prison? En fait, ça fait 34 ans que nous sommes mariés et elle m'a vraiment supporté et elle a été d'une patience inimaginable. Et là encore aujourd'hui, elle est à mes côtés et à côté de la justice aussi. Bonsoir. Après ce qu'a dit Béchir, bien sûr, je ne vais pas ajouter grand-chose. La souffrance a commencé donc lors de cette descente chez nous, donc de la police chez nous, le 20 juin, et bien sûr l'arrestation de mon fils Hassan et le chantage, donc ou sa liberté, ou donc il fait des aveux pour dire exactement son père où il était. Et bien sûr, quand ils ont su qu'ils ne savaient pas où son père était réellement, parce qu'il passait la nuit à chaque fois dans un endroit, donc ils l'ont relâché. Et quand il était venu, il était donc ses vêtements donc tachés de sang, et dans un état, ses vêtements déchirés étaient dans un état lamentable, avec des bleus partout. Donc ce qu'il voulait, c'est donc avilir, détruire à travers tes enfants. Et Hassan qui a été arrêté ce soir-là, alors Mouadhaf a arrêté avec son père. Ensuite, ma fille Hanouf, lors de la rentrée scolaire, on a refusé donc de l'inscrire à l'école. Pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, elle avait 14 ans et c'est en 9e année et on a refusé de l'inscrire au collège. La deuxième, ensuite, je suis allé avec elle et mon fils Hassan, on était rendre visite au père. Donc, après l'inscription, etc., il y a un agent qui a dit « Toi, non ». Qui dit que c'est vraiment ta fille? Donc, ils ont empêché la fille de voir son père. Et là, c'est la réaction de la fille lorsqu'elle a été empêchée de rendre visite à son père. Et l'état où nous étions. Et Hassan s'est mis à se quereller. C'est comme s'il voulait donc empêcher la visite. En fin de compte, on a pu quand même le voir, nous trois. Et Hanouf a vu son père. Ensuite, la première fois qu'on a voulu rendre visite à Mouadhaf à la prison de Gafsa, en principe, je préparais le couffin. Donc, ce dont il avait besoin en nourriture, etc., et ce sont des choses... en principe, je devais préparer cela s'il avait été à l'université parce qu'il devait passer le baccalauréat, mais il a été empêché de le faire. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment affligé. Parce qu'au moment où mon fils devait aller à l'université, je le vois en prison, derrière les barreaux. Et c'est un quart d'heure pour toute la famille. Donc ses tantes, ses oncles, ses frères, ses sœurs qui veulent donc leur rendre visite. Et c'est un quart d'heure seulement. Et en dépit de tout cela, lui, il était vraiment très fort, avec le moral très haut. Il était vraiment... et là, il m'a donné beaucoup de force. Il m'a dit, ne pleure pas maman. Je suis un homme, mais je suis courageux. Donc, lève la tête. Et ton fils n'a pas fait d'exaction. Et moi, certainement, je sortirai de ce trou. Mais sois forte, maman.
ce qui m'a affligé le plus, c'est que j'ai vu son visage enflé et ses yeux étaient avec des bleus à cause de la torture. Ensuite, l'état de maladie de Béchir, lorsque je lui ai rendu visite à Kasserine, et donc on m'a empêché de le voir. On m'a dit qu'il était un peu fatigué, et là, ils l'ont transféré à l'hôpital. Et à chaque fois que je le visitais auparavant, je sentais qu'il était très fatigué. Et je voyais qu'il devenait de plus en plus chétif, etc. Et là, ensuite, la deuxième fois, on nous a dit qu'il était un peu souffrant et qu'on l'a transféré à l'hôpital. On est allé à l'hôpital et réellement, on ne l'a pas reconnu. Donc, c'est quelqu'un de âgé, très chétif, et il respirait avec beaucoup de peine, et c'était l'état de quelqu'un de moribond. Et ce jour-là, on n'a même pas pu raconter quoi que ce soit avec lui, parler avec lui, et à cause de ce choc qu'on a pu avoir, on était au bord des larmes. Et en fait, pendant Madame Leila, donc à côté de tout cela, vous, personnellement, vous avez affronté des poursuites. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, même en nous déplaçant de Gafsa à Kasserine ou de Gafsa à la prison de Gafsa même, il y avait toujours la voiture de la police qui me suivait. Que je sois dans une voiture de louage, dans un taxi, ou bien donc dans tout déplacement, j'étais suivi par la police. Bon, on m'empêchait d'aller à Tunis parce que donc je ne pouvais pas aller à Tunis ou voyager. J'étais toujours empêché par la police de le faire. Et lorsqu'il a été transféré à l'hôpital d'Ariana, de Memi, donc je devais donc aller le mardi à Mornaguia pour avoir la signature qui est un laissez-passer qui me permettait d'aller à l'Ariana. Donc je vais de Tunis à l'Ariana et de Tunis à Mornaguia, de Mornaguia à Tunis, ensuite à l'Ariana pour lui rendre visite et lui apporter donc le confort, la nourriture, etc. Il y a aussi un événement qui m'est arrivé à la prison civile de Tunis au 9 avril. Quand j'ai été allé le voir, la chambre était fermée et même scellée, à la cire rouge, comme elle dit. Et je suis entré, j'ai demandé pourquoi la chambre est scellée. Personne ne m'a donné de réponse, ni l'agent de police, ni personne. Et pendant 2 heures, je tournais en rond et je demandais où est le détenu, est-ce qu'il est encore vivant, est-ce qu'il est mort? Aucune réponse. Et alors là commence donc le bruit accouru que Béchir était mort. Donc il pleuvait et je suis resté devant l'hôpital sans savoir quoi faire. Et bien sûr, je ne pouvais même pas aller et j'ai eu donc un appel téléphonique qui m'a dit: Madame, rentrez chez vous et puis on verra bien. On va voir ce que vous pouvez faire. Et puis à Gafsa, la police était chez moi, donc chez mes parents, et la police était chez mes parents. Il y avait 2 chaises et là où j'allais, il y avait toujours la police qui me suit. Et si je quitte la maison, automatiquement on frappe à la porte: où est-ce qu'elle est allée, votre fille, etc. À Tunis, bien sûr, je ne vais pas insister sur ça parce que parfois même il m'indique le chemin que je vais suivre parfois. Donc à la prison de Kibeli aussi, c'était très dur. Le directeur de prison avait comme une sorte de haine vis-à-vis de Mouzaffer parce qu'il ne voulait pas donc faire
il ne voulait pas saluer les officiers dans la prison. C'est comme s'il... et donc, c'était un samedi, il m'a dit non, vous ne pouvez pas rendre visite à votre enfant. Et ils m'ont empêché de rendre visite à mon enfant. Donc de Tunis, je suis allé à Gafsa, et de Gafsa, j'étais à l'Ardaïf pour rendre visite à ma fille. Ensuite, de l'Ardaïf à Gafsa, ensuite de Gafsa à Kabylie. Et à Kabylie, on me dit non. Et puis, non, on ne travaille pas le samedi. Alors, si je n'ai pas le droit de lui rendre visite le samedi, pourquoi donc ai-je cette autorisation? Et ce jour-là, je n'ai pas pu lui rendre visite. Donc, mes déplacements étaient prison de Gafsa, prison de Kasserine, celle de Sfax, Jimatoug, Kabylie et la Mournaguia. Donc votre fils et votre mari sont chacun dans une prison. Oui, et moi je devais donc aller de l'une à l'autre pour leur rendre visite. Et il y a une seule visite que je n'ai pas rendue à lui parce que j'étais invité à Jandouba pour assister à une manifestation de l'UGTT concernant le bassin minier. Donc, chaque visite, nous devons, si bien qu'on m'a dit, ne pouvez-vous pas vous contenter d'une visite tous les 15 jours? Par exemple, parfois, on m'a envoyé donc quelqu'un qui est venu me dire, vous serez, vous et votre fille dans la rue, c'est-à-dire, donc ils m'ont menacé aussi par ma fille. Et un jour où j'allais à Sousse dans une voiture de louage, et arrivé à Sousse, tous ceux qui étaient moi dans la voiture étaient des policiers. J'étais moi, la seule personne civile. Parfois, je sentais comme la voiture était très, très exiguë. Et je ne pense pas que cet état donc touchait uniquement ma famille, mais même ma grande famille, donc les neveux de Béchir Ignace sont allés dans un voyage de migration clandestine. Ils ont été appréhendés en Libye, ils ont été emprisonnés en Libye. Et donc, il voulait détruire tout le monde. Même mon frère qui était gardien de prison, donc il a été destitué de son poste. Donc, ce qu'il voulait, c'est que vous lâchez prise. Et l'un des agents de prison à Mournaguia, quand j'ai pris une couverture, il m'a dit votre mari a écopé de combien? Je lui ai dit c'était 8 ans. 8 ans. Il m'a dit vous allez rester 8 ans à lui rendre visite? Oui, toutes les semaines. Et j'ai eu avec lui 3 enfants et je continuais toujours. Merci, Madame Leila. Monsieur Béchir, est-ce que vous avez donc des demandes à adresser à l'IVD? Les demandes, s'il était possible d'être satisfait, on va demander beaucoup de choses. Mais en fait, je crois qu'il y a des institutions qui sont pourries. Il y a des institutions qui sont rongées par la corruption avant et maintenant. Ce sont des institutions de l'État, et notamment donc l'institution sécuritaire qui devait en principe, il y a les 2 tiers ou même plus qui doivent donc quitter et qui doivent bien sûr rendre compte de leurs actions. Ces gens qui faisaient de l'excès de zèle. Ensuite aussi, l'institution militaire qui a, dans l'histoire de la Tunisie, qui a commis beaucoup d'exactions. Par exemple, ils ont tiré en 78, en 84 aussi lors des procès des martyrs.
de la Révolution, nous avions vu comment la justice militaire n'a pas été équitable envers ces gens-là, et même cette institution doit être revue et révisée. Aujourd'hui, la question de la redevabilité, la reddition des comptes n'a aucun sens. Si ces gens-là ne reconnaissent pas leur... Moi, j'aimerais entendre ces gens-là. Pourquoi ils ont fait ça? Quelles sont les raisons qui les ont poussés à ça? Qu'est-ce qu'il y a entre nous pour que vous agissiez de cette façon-là? Parce que vous n'êtes pas chargé de faire ça, mais parfois vous faisiez de l'excès. Et moi, je les écoutais dire entre eux, pourquoi, si j'entends dire pourquoi nous pouvons dépasser. Et bien sûr, il faut que la mémoire reste pour nous et pour les générations à venir. Et mon fils Mudaffar, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux dire. Il m'a dit en mon nom, une seule chose, nous sommes une génération que la révolution a dévoré. Et jusqu'à présent, bien qu'il ait eu cette amnistie, M. Samir Dilo ne lui a pas donné la possibilité d'avoir un boulot. Donc, lui, il a ses camarades qui sont encore jeunes et qui les aiment. Il y a certainement une génération qui arrive et qui va continuer. Et, par exemple, Zahra Mehdi, Youssef Bouhrizi et Frida Ben Saïd. Ces trois-là, ce genre de jeunes, ce sont eux qui vont porter le flambeau et qui vont continuer pour réaliser les objectifs de la révolution. Merci, Sibachir, merci, Laïla.